À la Cour pénale internationale, la Chambre de première instance 10, composée de la juge Kimberly Prost, du juge-président Antoine Kessia Mbemidua et de la juge Tomoko Akane, a continué d'entendre entre le 26 août et le 8 décembre 2021 la déposition de témoins dans l'affaire le procureur contre Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Monsieur Alassane, dont le procès a débuté en juillet 2020, est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis contre la population civile de Tombouctou, au Mali, en 2012 et 2013, dans le cadre d'une attaque lancée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, dit AQMI, et par un mouvement touareg affilié appelé Ansardine. Monsieur Alassane a été membre d'Ansardine et aurait été commissaire de facto de la police islamique. Les 17 témoins qui ont comparu au cours de ces 4 mois sont les derniers témoins appelés par l'accusation. Pour chacun d'entre eux, ils ont d'abord été interrogés par les membres du bureau du procureur, sous l'autorité du premier substitut du procureur Gilles Dutertre, mais aussi, lorsqu'autorisés par la Chambre, par les représentants légaux des victimes, maître Mayombo Kassongo ou maître Fidel Nsita, avant d'être contre-interrogés par les conseils maître Melinda Taylor et maître Kirsty Sutherland ainsi que maître Ian Edwards, au nom de l'équipe de défense de M. Alassane. Les témoins ont pu, soit en présentiel à partir de la salle d'audience, soit par liaison vidéo, bénéficier de mesures de protection impliquant le recours à un pseudonyme, le floutage de l'image, la distorsion de la voix ou encore le recours à des huis clos partiels. Le tout afin de préserver leur identité. Parmi ces témoins, seul M. Éric Baccar a comparu sans aucune mesure de protection. M. Baccar est un témoin dit expert et est l'ancien chef de la section des sciences criminelles du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Il est venu répondre à des questions concernant essentiellement une mission à laquelle il avait participé au Mali à Tombouctou en juin 2013. Après avoir confirmé avoir pris 848 photos sur place et s'être rendu sur plusieurs sites de la ville, le témoin est allé dans plus de détails au sujet de la Banque malienne de solidarité, dite BMS, et l'hôtel La Maison avec l'avocate de la défense. Did you take out all... Est-ce que vous avez pris tous les objets qui se trouvaient dans les tiroirs à ce moment-là? La réponse est aussi oui, il n'y avait pas que des documents, il y avait, et c'est surtout ça qui m'a fait penser que ces pièces pouvaient avoir un intérêt évident pour l'enquête, il y avait des petites amulettes, je ne me souviens plus du nombre exact, en cuir, en forme de carré, et qui étaient aussi stockées dans un des tiroirs. Et j'avais eu l'information de la part de mes collègues enquêteurs que les juges de la charia qui siégeaient à cet endroit confisquaient aussi les amulettes. Et donc nous avons pensé immédiatement que ces documents avaient un intérêt. Mais oui, la réponse est oui. Il y avait, tout a été saisi. En majorité, 9 femmes sont venues témoigner. Toutes ont parlé de l'arrivée de groupes armés dans la ville de Tombouctou et des conditions de vie qui avaient changé pour tous les habitants. Interrogées sur leur propre sort, elles ont expliqué que des règles leur avaient été imposées, comme l'a exposé Madame le témoin P0603. Est-ce que les femmes de Tombouctou étaient d'accord avec les règles et les châtiments imposés par les islamiques, pour autant que vous le sachiez? Ce que je sais, c'est qu'aucune femme n'a accepté cela parce que quand ils sont venus, ce n'est pas en commun accord qu'ils ont fait, qu'ils ont imposé ces charia-là. Ils n'ont consulté personne, ils ont juste imposé à la population et aucune femme n'a accepté. Est-ce que les femmes ont fait quelque chose pour montrer leur désaccord? Oui, c'est bien cela. On a fait une marche par rapport à ça parce qu'on ne parvenait plus à partir au marché.
On ne faisait plus nos petits commerces. On ne sortait plus avec les habits que nous voulons. Et c'est pourquoi on a fait cette marche, une marche. Autorisé par la Chambre, un des représentants légaux a cherché à en savoir plus sur les conséquences de ce qui s'était passé. Madame le témoin, pouvez-vous nous dire, avec vos propres mots, l'impact de l'occupation, étant donné que vous étiez en mesure de voir beaucoup de choses qui se passaient là où vous travaillez, à partir de là où vous travaillez. Comment avez-vous constaté le changement sur les visages de la population ou ce que la population pensait et parlait par rapport à l'occupation? La population a vraiment beaucoup souffert et leur vie a beaucoup changé. Vraiment, la population a beaucoup souffert. Et il y avait personne pour les aider. Et vraiment, la population a beaucoup souffert. L'équipe de la Défense a pu en audience publique faire entendre certains aspects de ces témoignages. Bon, en réalité, on portait nos habits habituels et puis des saris. Mais arrivé au niveau, il y a des hangars, arrivé au niveau des hangars, on a enlevé nos saris. On les a déposés au niveau des hangars pour arriver à la BMS. Arrivé à la BMS, ils font des tirs en l'air et nous, on se mettait à terre. À chaque fois qu'ils font des tirs en l'air, nous, on se mettait à terre jusqu'à ce que Talha est sorti. Talha leur a demandé de cesser le feu et puis de nous écouter pour entendre ce que nous avons à dire. Madam Witness, were you trying to provoke a reaction? Madame le témoin, est-ce que vous cherchiez à provoquer une réaction en enlevant vos saris? On a enlevé nos saris parce que on voulait les montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils demandaient. C'est-à-dire, c'est à nous de porter ce qu'on veut et c'est à nous de ne pas porter ce qu'on veut. Même si on part au marché, si on ne portait pas de saris, ils nous flagellaient au marché là-bas. On n'est pas d'accord. Vraiment, on a vécu des mauvais moments. Avec de nombreux recours à des huis clos partiels, d'autres témoins de femmes sont allés plus en détail dans ce qui leur était arrivé. Elles ont dit avoir été arrêtées, punies, détenues, mariées de force ou encore forcées à avoir des relations sexuelles. Madame le témoin P0520 en a donné une description. Lorsqu'il m'a poussé dans la chambre, il m'a fait ce qu'il voulait me faire. Il l'a fait sans mon consentement. Il l'a fait parce qu'il avait la force. Quand même, moi, je n'étais pas d'accord qu'il le fasse. Et jusqu'aujourd'hui, je cherche à savoir de qui est-ce qu'il s'agit, le voir de mes propres yeux, mais je n'arrive pas à le reconnaître. Et ça continue comme ça, c'est resté comme ça. Il va, il sort, je ne sais pas, il va travailler ou pas, mais il revient dans la matinée encore. Ce qu'il me faisait la nuit, c'est ce qu'il revient faire. Que je sois d'accord ou pas, c'est ce qu'il me faisait. Et c'est comme ça qu'on a continué. Et je ne pouvais rien dire. Et chaque fois, il dit que je suis sa femme, mais je suis sa femme. Et je lui réponds que non, je ne suis pas sa femme parce que lorsqu'il m'a marié, ce n'était pas par consentement. Moi, je n'étais pas d'accord. Ma famille n'était pas d'accord. Et ma famille, même personne ne me parlait, et même mon beau-père, il disait à ma mère ce que sa fille a fait, et qu'il m'interdisait même de revenir venir dans la maison. Et il a même dit à ma mère qu'elle peut sortir et me rejoindre. Mais quand même, lui, il avait ses enfants qui étaient dans la maison. Les autres témoins ont également parlé de l'arrivée des groupes armés dans la ville de Tombouctou dès le début de l'année 2012 et ont décrit plusieurs groupes d'hommes et d'une situation instable comme s'est souvenu le témoin P0626. Vous nous avez également parlé d'une situation instable et d'un conflit. Qu'est-ce que vous avez
pu apercevoir de ce conflit ou ce que vous avez appris par rapport à ce conflit dans la ville de Tombouctou? Tel que j'ai pu comprendre la situation à l'époque, il y avait un conflit pour savoir qui contrôlerait le territoire, qui allait gouverner la ville. Et de toute façon, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas d'accord entre eux. Je ne sais pas quelles étaient les raisons qui sous-tendaient ce désaccord. Je n'ai pas pu apprendre pourquoi. Le témoin P0641 a quant à lui donné plus de précisions sur un des groupes, le groupe Ansardine, et a parlé de la présence de la police islamique dans un des lieux de la ville appelé le gouvernorat. And you have mentioned Vous avez également mentionné Al-Hassan également. Vous avez dit qu'Al-Hassan était parmi ceux qui étaient allés au gouvernorat. Est-ce que vous vous souvenez du rôle d'Al-Hassan au sein de la police? Oui, c'est lui qui disait qu'il était le chef de là-bas quand on amenait quelqu'un de la police et c'est lui qui rendait la justice. Un autre témoin, le témoin P0099, a aussi parlé de la police islamique et de Monsieur Al-Hassan. to your knowledge, what was his role? À votre connaissance, quel était son rôle justement pour les arrestations ou par rapport aux arrestations? Moi, je l'ai vu seulement à son bureau. Et les 2 ou 3 fois que j'ai eu affaire à lui, 2 fois. 2 ou 3 fois où je suis passé, je l'ai même salué, je crois, dans son bureau. Et donc, quand on rentrait à l'intérieur du palais du gouverneur, sur la gauche, il y avait une pièce où c'était le bureau. Et sur la droite, il y avait une autre pièce. Et il me semble que c'est dans cette pièce-là qu'ils ont mis cette femme-là quand ils l'ont ramenée. Et entre les 2 pièces, c'était comme un hall de réception, où les gens s'asseyaient en attendant de faire ce qu'ils voulaient faire avec la police. À l'appui d'un journal de bord que le témoin P0004 a dit avoir entretenu au moment des faits lorsqu'il était présent à Tombouctou, il a expliqué ce qui avait changé avec l'arrivée des groupes armés. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus à Monsieur le Président et Mesdames les juges ce que vous voulez dire par le fait que ces groupes Ansardine et AQMI imposaient leurs lois à Tombouctou? Bon, j'entends par cela le fait que Tombouctou a toujours été caractérisé par la tolérance, par un islam ouvert et tolérant. Et à leur arrivée, ces groupes armés, ils ont plutôt opté pour un islam rigoriste. Ils ont opté pour un islam fondamentaliste auquel les populations ne sont pas habituées. Et par le mot imposer, vous signifiez quoi exactement, Monsieur le témoin, si vous pouvez expliciter ça? Bon, par imposer, j'entends le fait que ceux qui ne veulent pas appliquer, ceux qui ne veulent pas comment suivre, ils leur imposent la force. Ils ont des agents qui sont de cette police islamique, qui souvent emprisonnent, ou bien qui portent d'autres sanctions, comme par exemple flageller ou bien couper la main. Donc c'est ça l'imposition. Ceux qui ne vont pas dans ce sens, ils sont sanctionnés. Ce n'est pas volontaire, c'est obligatoire. Au total, la Chambre de première instance 10 a entendu depuis le début du procès 51 témoins appelés par l'accusation. En ce début d'année 2022, le procès s'est poursuivi avec de nouveaux témoins, cette fois-ci appelés par les représentants légaux des victimes. La Chambre s'apprête à entendre les témoins appelés par les conseils de la défense de M. Al-Hassan.